Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière parce que c'est une vidéo qui a été réalisée sur ma chaîne Twitch. Je vous mets le lien de cette chaîne dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir par vous-même si vous le souhaitez. Et c'est une émission dans laquelle on a fait une analyse d'un média dans lequel avait participé Paul Vanier. En fait, l'idée de cette émission que j'ai appelée la média-analyse, c'est de commenter une émission, d'analyser une émission avec quelqu'un qui y a participé en plateau et d'essayer de voir ce qui s'est passé dans cette émission, ce qu'ont fait les journalistes, ce qu'ont fait les gens qui intervenaient, etc., etc. Bref, de décortiquer une émission avec quelqu'un qui y a participé. Pour vous rendre ça digeste, puisque l'émission faisait 3 heures, il y a eu un petit montage qui a été fait pour essayer de réduire ça à moins d'1 heure. C'est Clotilde qui l'a fait et je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo. Si vous voulez la remercier pour ce travail, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, ça lui fera très plaisir. Et moi, je la remercie d'avoir réalisé ce petit montage qui me permet de vous proposer un résumé de cette émission sur cette chaîne YouTube. On commence sans plus attendre, allez c'est parti. Alors cette émission de CNews, on a voulu l'analyser avec Paul parce que il paraît que c'était un... comment dire un drame. Je sais pas comment Paul, toi tu as vécu cette émission, tu peux peut-être nous dire. Je sais que tu es sorti assez vénère du plateau. Ouais, parce que CNews, bon, j'y suis souvent allé et j'ai l'habitude sur CNews, comme tous ceux qui y vont, d'être sur des plateaux où il y a beaucoup de représentants de l'extrême droite pour aller vite, de tout un tas de nuances de l'extrême droite. Mais ce qui m'a surpris ce jour-là, c'était samedi dernier, c'est finalement que l'entièreté des intervenants, et vous verrez, on s'arrêtera aussi sur le rôle du présentateur, cherchait sur ce plateau à me mettre une cible dans le dos, moi comme orateur de la France Insoumise, pour faire de la France Insoumise finalement ce qui me paraissait être le coupable de la situation qui était prétendument analysée sur ce plateau. C'est un plateau, vous allez voir, qui discute de l'affaire de Trappes, la fameuse affaire de Trappes, qui va commencer de façon tonitruante à propos d'un barbier qui n'accepte pas les femmes, mais je vais vous laisser découvrir ce qui a été présenté comme une enquête sur le plateau. Ça, c'est les thématiques habituelles, mais vraiment, ce qui m'avait pas paru nouveau, c'est la volonté, comme ça, de nous accabler, nous, les insoumis. Et vous le verrez, alors moi, j'ai ressenti ça comme assez violent, mais vous me direz ce que vous en avez pensé. Parce que le registre de langage de mes interlocuteurs n'était pas du tout sur des arguments, ou même sur une opposition politique. Évidemment, souvent, ils nous disent qu'ils sont pas d'accord avec nous. Mais là, sur un rejet presque de ce que nous sommes, comme personne, presque. On m'a dit que j'étais dégoûtant, par exemple. Ouais, tu vas voir. Je veux pas ah ouais, sérieux? Ouais, tu vas voir. Les qualificatifs, mais c'est incroyable. Dégoûtant, et j'étais dangereux, etc. En fait, c'était un nouveau registre d'attaque vis-à-vis de nous que le registre habituel, quoi. Et ça me semble intéressant de le regarder ensemble et puis d'en discuter. Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'était l'histoire de Trappes au final. C'est l'histoire d'un prof de philo au lycée de Trappes qui dénonce ce qu'il décrit lui comme une islamisation de la ville et qui décrit la commune de Trappes comme étant, par exemple, une commune où il n'y a plus de coiffeurs mixtes en raison de l'influence islamiste. Il dit, par exemple, que les enfants chantent plus dans les écoles à Trappes en raison de l'influence des islamistes, etc. Bon. Et cette dénonciation, cette lecture de la réalité de Trappes par ce professeur, elle a donné lieu à tout un tas de reprises dans l'espace médiatique et à des interventions, ouais, exactement, et des interventions ensuite du maire de Trappes, Ali Rabet, qui a essayé, lui, de finalement défendre sa ville et ses habitants en donnant une autre lecture de la situation. Voilà pour résumer ce qu'est cette affaire de Trappes. La rencontre avec le patron d'un barbeur qui est différent d'un barbier parce qu'un barbeur est un salon de coiffure qui taille aussi la barbe des hommes. On lui a donc demandé si son salon était accessible aux femmes puisque certains allaient jusqu'à affirmer que les salons de coiffure de Trappes leur étaient interdits. Voici ce qu'il répondait hier face caméra au micro de Jean-Marc Morandini. Le luxe de pouvoir choisir sa clientèle, d'accord? Donc nous, on a vécu une année 2020 très difficile. Donc aujourd'hui, on est là pour la satisfaction de nos clients et ce que a pu dire le professeur de philosophie, on en est totalement détaché. Donc moi, mon objectif tous les jours, c'est que mes clients soient satisfaits, que ce soit des hommes ou des femmes. Nous, on accepte tout le monde encore une fois, il n'y a aucun problème. Donc il y a des femmes et des hommes qui viennent chez moi tous les jours, que ce soit sur Trappes ou on a un deuxième salon sur Guyancourt et on ne se pose vraiment pas ce genre de questions chez nous.
Voilà pour son témoignage hier en direct, donc face aux caméras de CNews. Keane, nous avons donc voulu bien sûr vérifier ce qu'il disait, c'est aussi notre travail de journaliste. En toute transparence ce matin, Keane, que faut-il retenir ? Eh bien écoutez Thomas, pour y voir un peu plus clair, il suffit d'aller faire un tour sur leur site internet et vous le voyez, a priori, il s'agit d'un barbeur comme un autre avec des photos d'hommes qui viennent se tailler la barbe ou se faire couper les cheveux. Mais lorsqu'on zoome un peu plus sur la page d'accueil, c'est affiché s'il s'agit d'un salon mixte. Alors ce n'est pas flagrant, la page a été réactualisée il y a à peine quelques jours car si on remonte le temps, regardez Thomas, c'est écrit Barbie le 9 en plus, février, pas sur le barbeur. même site était indiqué salon de coiffure et barbier exclusivement masculin. Aujourd'hui est affiché sur ce site. Regardez, on voit un brushing à 20 € ou encore à 30 € sur rendez-vous. Mais une nouvelle fois, si on remonte un peu plus dans le temps, le 24 octobre dernier, regardez, il n'était pas possible de faire un brushing. Cette case n'existait pas. Voilà Thomas, pour vous faire un point factuellement. Merci beaucoup, Keane, pour ce décryptage. On va bien sûr en parler avec mes invités. Paul Vannier, je vais commencer avec vous. Que ce soit très clair pour bien planter le débat ce matin, parce que des coiffeurs qui coiffent que des hommes en France, ça existe depuis très longtemps. Moi-même, quand j'allais chez le coiffeur quand j'étais petit, ma coiffeuse ne coiffait que des hommes. Là n'est pas le problème, finalement. Le problème, c'est que le site a été modifié et qu'il stipule et il affirme face caméra qu'il est coiffeur mixte, alors que le brushing n'était même pas sur sa carte de ses prestations il y a encore quelques jours. Votre sentiment à vous ce matin? Écoutez, vous avez découvert qu'un barbier ne rase pas les femmes. On est quand même là dans une situation... Là, on parle d'un barbeur, salon de coiffure. D'accord, mais oui, et barbier, si j'ai bien compris, ce salon accueille en effet des hommes pour leur raser la barbe, si j'ai bien compris. Donc, je crois que là, on cherche vraiment à aller dans une situation qui peut-être place certains... mais imagine le niveau de l'introduction du plateau. Les mecs ne me disent même pas qu'on va parler de ça. Ils me disent on va parler du Covid, on va parler du Covid et de la police, je sais plus quoi. Et il y a le barbeur. J'arrive et il y a le barbeur. Je découvre le principe du barbeur, etc. Je découvre leur reportage et le gars me pose sérieusement la question: qu'est-ce que vous pensez du fait que les femmes ne vont pas chez le barbier, quoi? Mais ça se voit que t'as envie de rire sur le truc. Après, franchement, avoir trouvé la punchline comme ça direct, balèze, parce que quand t'es pris, tu peux être pris dans leur dispositif, tu vois. Si tu fais pas gaffe, oui, c'est vrai, un barbier, normalement c'est un salon de coiffure mixte, blabli blabla, etc. Et tu peux être pris dans leur dispositif. Mais tu vas voir, de m'y remettre sur le mode de l'enquête. Après, ils vont revenir là-dessus. Mais juste au passage, vous avez noté, le journaliste, il a dit au départ, notre travail est de vérifier les choses. Ouais. Donc vous allez voir, la suite de l'émission, de ce point de vue-là, elle va être assez éloquente en termes de vérification des faits qui vont être énoncés dans l'émission. Ce que j'ai vu sur votre antenne il y a quelques jours, c'est qu'un salon de coiffure, pour le coup, de la ville de Trappes, en direct, j'ai vu le maire de Trappes s'y rendre, interroger la patronne de ce salon, et elle indiquait de façon extrêmement claire que ce salon était mixte, qu'on y accueillait des femmes et des hommes. Je vais vous poser une question très juste ce matin. Pourquoi dire face caméra qu'on est un salon mixte alors si on fait que couper des barbes? Et je ne sais pas, je crois qu'il y a une espèce en tout cas je suis sûr de ça, il y a une hystérie autour de cette histoire à Trappes. Il faut quand même revenir aux propos de professeur de philosophie au départ qui, quand même, arrêtons-nous là-dessus. Le préfet des Yvelines, un préfet s'exprime assez rarement dans la presse de façon publique, et en tout cas quand il le fait... Mais le niveau des questions, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Sans doute avec l'autorisation de sa tutelle, c'est-à-dire du gouvernement, a qualifié d'irresponsables les propos de ce professeur de philosophie. Il a indiqué qu'il mettait de l'huile sur le feu. Donc moi j'appelle à la raison. Je pense qu'il faut tranquilliser cette situation. Moi je soutiens le maire de Trappes, je soutiens les habitants de Trappes qui sont victimes là d'une opération qui vise à les stigmatiser, à tous les faire passer pour des islamistes en puissance. Il y a peut-être des problèmes à Trappes, il y a des problèmes dans notre pays avec l'islamisme politique. Avec le terrorisme, il faut le combattre, mais pas de cette façon, une forme d'amalgame. Paul Vannier, lorsque vous dites qu'il y a peut-être des problèmes, ça veut dire que vous pensez qu'il n'y en a peut-être pas? Mais si je dis qu'il y en a peut-être, c'est que je pense justement qu'il y en a sans doute. En tout cas, c'est une possibilité qu'il faut l'affronter avec lucidité, en se donnant tous les moyens pour y parvenir. Si des gens sont menacés à Trappes, si ce professeur de philosophie est menacé, il doit être protégé, il doit pouvoir dire ce qu'il a à dire dans le respect de la loi, de la liberté d'expression. Mais il ne faudrait pas, pour autant, stigmatiser toute une communauté. Puis je voudrais dénoncer quand même un procédé politicien, parce que Madame Valérie Pécresse,
presse, la présidente de la région Île-de-France qui hier appelle à démettre ce maire, proposant un quasi coup d'État, parce qu'en droit, en France, les choses ne se passent pas de cette façon-là. Je voudrais quand même dire que son premier vice-président à la région Île-de-France et l'un de ses plus proches est le candidat malheureux face à Ali Rabet, l'actuel maire de Trappes, et qu'il y a une procédure en cours dans cette commune. Et il y a un intérêt politicien qui se cache derrière ces grands discours. Je les dénonce parce que l'intérêt général des habitants de Trappes n'est pas, au fond, au centre des préoccupations. Paul Vannier, si je résume, et je comprends bien vos dires ce matin, parce qu'il faut aussi prendre un peu de hauteur et tenter de comprendre ce que vous voulez nous dire, c'est-à-dire que si ce barbeur qui coiffe des hommes et qui coupe des barbes d'hommes, exactement, et qu'il s'est dit mixte hier face caméra, c'est sous la pression des médias et rien d'autre. Et je n'en sais rien, je n'ai pas les éléments, vous voyez. Donc je ne vais pas, moi, là, sur votre plateau ce matin, prendre de la hauteur. Façon définitive. Non, mais vous me dites que je découvrais. Non, mais découvrir qu'un barbier rase des hommes, pardon, non, ça n'est pas, pour moi, ça n'est pas une grande découverte. Voilà, je vous le dis. Non, mais monsieur Vannier, moi, ce que j'ai découvert en revanche hier, c'est qu'un barbier qui taille des barbes d'hommes est aussi mixte. C'est ça que j'ai découvert hier, dans ces dires. Peut-être qu'il fait aussi, vous avez dit qu'il est coiffeur, peut-être qu'il coiffe aussi des femmes. Voilà, c'est une possibilité. Je ne vais pas vous en dire davantage parce que mais que le brushing soit apparu. En fait, t'as vu comment il essaye de me faire dire un truc absolument, quoi. Il veut absolument que je réagisse à sa pseudo-enquête et qu'il me coince par des éléments complètement bricolés qu'il accumule là, pour que je finisse par dire qu'il y a des islamistes partout à Trappes et que le maire, le professeur de philo a absolument raison de dénoncer ça, quoi. Depuis le début, il est là-dedans. C'est ça. Mais alors, quand même, quand tu prends un peu de distance vis-à-vis de ça et que tu te dis, ok, c'est une émission de télévision dans laquelle tu es censé parler des problèmes qu'intéresse le pays. Franchement, moi, je trouve ça a un côté comique et ridicule. Quand tu te mets à distance, tu vois. Mais les mecs, ils non, sont c'est vrai, ça. Tu vois, le mec, il est en train de te dire très sérieusement, mais est-ce que vous pensez pas que c'est crucial? Avant, il faisait pas de brushing et maintenant, il en fait. Est-ce que c'est sous la pression des médias? Mais mec, genre, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Genre, je trouve qu'il y a. Non, c'est clair. Ouais. Tu vois, c'est marrant comme absurde. ça. C'est absurde. Et le mec, au début, il dit. En plus, moi, j'ai plutôt tendance à croire le type qui nous dit dans la période dans laquelle on est, on peut pas se passer d'une clientèle. C'est ça qu'il a dit au tout début, le fameux patron du barbershop, mais qui est en fait la marque, qui est l'enseigne barbershop, c'est comme ça qu'ils ont appelé. Ils appellent ça un barber, mais le mec, ça se trouve, c'est un barbier, et il a rajouté le brushing parce qu'il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour développer mon activité alors qu'il y a du Covid? Et au lieu de faire juste barbier, je vais faire coiffeur aussi, tu vois, j'en sais rien, moi je suis pas à Trappes, mais je trouve l'angle de départ, mais même pas, absurde en fait, complètement con. Donc bon. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, non, mais c'est pas une enquête. Ils présentent ça comme une enquête, etc. Bon. Non, c'est ridicule. Moi, ce que je pense même comme hypothèse pour expliquer l'évolution de cette carte, c'est que la focalisation médiatique sur cette commune, elle a été tellement forte, tellement stigmatisante. Moi, je pense qu'il y a une hypothèse sérieuse qui est le fait que les barbiers et les coiffeurs de Trappes ont eu peur, à leur tour, d'être l'objet d'une espèce de cabale qui visait à les dénoncer comme des islamistes en puissance. Et que peut-être que certains ont même modifié des choses au vu de ce contexte. Et le truc a auto-alimenté l'histoire, au fond. Ouais. Non, c'est clair. Ça peut être un effet médiatique en fait qui nourrit ensuite une espèce d'analyse médiatique de la situation. C'est ça. Non mais c'est clair, il y a eu un effet d'auto-entraînement. Ce prof de philo, c'est un militant politique. À un moment donné, je vais le dire dans l'émission, mais il est membre d'un parti qui s'appelle le Parti républicain solidariste, je crois, qui est très proche du Printemps républicain. Donc c'est pas juste un simple prof de philo. Voilà. Printemps républicain, c'est ceux qui sont les proches de Valls, c'est ça? Exactement. C'est la droite du PS, c'est ça? Enfin, la droite du PS. Ouais, c'est ça. Et c'est des gens aujourd'hui qui sont très proches de certains membres du gouvernement, de Jean-Michel Blanquer, par exemple. D'accord.
C'est reparti. Prestation il y a seulement quelques jours, Ça me quelques rappelle heures. la carte d'un autre coiffeur qui, je crois, était fréquenté par Marlène Schiappa, qui avait Ça n'a rien elle à aussi voir, connu monsieur. un certain nombre de modifications. Oui, mais je suis extrêmement choquée par vos propos. Je constate qu'encore une fois, la France insoumise se bouche les yeux, se bouche les oreilles. Vous refusez de voir qu'il y a effectivement en France des quartiers dans lesquels la République a perdu du terrain. Il y a quelque chose que vous devriez nommer, ça s'appelle l'islam radical, c'est l'islamisme et c'est ce sur quoi on doit lutter tous ensemble. C'est pas une question de parti politique, c'est une question de citoyens et de République française qui ne doit pas perdre du terrain. En l'occurrence, je vais pas rentrer dans le détail du barbier. Non, Le on va essayer problème d'avancer, bien initial, sûr. c'est pas ça. On a un enseignant qui explique qu'il ne se sent pas libre d'enseigner sa matière au lycée. C'est pas le seul. Il y a un sondage de l'IFOP qui est sorti en janvier dernier, qui disait que plus de 50% des enseignants LREM, s'autocensurent C'est dans pas le leur RM qui enseignement. parle là. Ça prouve qu'il y a bien un problème. Ça prouve qu'aujourd'hui, on ne parle plus de laïcité comme on pouvait en parler avant et qu'il y a besoin de lutter contre ce terreau de l'idéologie islamiste. C'est ce que fait Gérald Darmanin, c'est ce que fait le projet de loi. Certes, le projet de loi, et j'entendais Laurent Saillet sur la tranche avant qui disait « ça ne suffit pas ». C'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais c'est une pierre à l'édifice parce que ça apporte un délit de séparatisme, parce que ça lutte contre la haine en ligne, parce que ça étend le principe de neutralité à des milliers de personnes supplémentaires. Et donc on avance là-dessus. Maintenant, il faut avoir le courage de dénoncer les choses. Aujourd'hui, on a, et en fait vous êtes dans la parfaite ligne. Si tu gommes l'étiquette LREM, bon, franchement, elle est sur un propos qui est digne du Rassemblement national. Non, ce qui m'a fait rigoler, c'est je m'arrêterai pas sur le barbier et le journaliste qui dit oui, passons à autre chose. C'est pas fondamental. Alors que eux-mêmes ont lancé le plateau avec un reportage de 2 minutes sur le sujet. On écoute le maire de Trappes hier au micro de Jean-Marc Morandini. J'ai tout entendu sur la ville de Trappes ces derniers jours et j'ai pas reconnu, comme les nombreux habitants de la ville de Trappes qui m'écrivent, la commune dans laquelle moi je vis, parce que je vis là tous les jours. La commune dans laquelle je fais face aux difficultés au quotidien, aux difficultés évidemment liées à la crise sanitaire, à la crise économique, au chômage qui galope, aux jeunes qui manquent de perspectives, et également aux difficultés que nous rencontrons dans ce qui existe dans cette commune et qu'il ne faut pas nier, une forme parfois de repli communautaire, une forme de radicalité qui peut se développer et contre laquelle il faut pied à pied combattre. Si on pouvait imaginer que dans une ville de France, on soit en dehors de la République, que ce soit le Trappistan, que ce soit la charia qui s'applique, alors il faudrait effectivement envoyer l'armée. Mais heureusement, cette réalité est totalement fausse. On paye des injures, des calomnies, des diffamations qui sont déployées par des hommes politiques qui ont besoin de créer le buzz et des médias qui les relayent. Et on crève de ça. Paul Vanier, on crève du buzz créé par nous médias. Là, on a fini le maire de Trappes. Il est pas mal ce maire de Trappes. C'est juste, moi je trouve qu'il est pas mal. Il se défend bien, je trouve. Bah, surtout, il pointe exactement les problèmes. Il dit la radicalisation et l'islamisme, c'est un vrai problème, mais il se combat avec des moyens qui sont des moyens précis, et ça sert à rien de stigmatiser l'intégralité d'une ville en disant ils sont tous des islamistes, regardez cette ville de l'islamisme. C'est aussi le résultat d'un mec qui est sur le terrain et qui voit comment ça se passe, c'est-à-dire il met pas les problèmes qui se posent sous le tapis et il essaye de les traiter de la manière qui lui semble correcte de faire. Et d'ailleurs je crois qu'il a fait une lettre aux élèves de sa ville justement pour dire que cette exposition médiatique était un problème. Moi ce que je trouve bien dans son discours, c'est qu'aussi il pointe le rôle des médias dans cette montée en mayonnaise de la situation. Il essaye de se défendre aussi sur ce terrain-là, parce que moi je l'avais vu 2-3 jours avant en direct dans un autre salon de coiffure où il répondait à Morandini, etc. Donc ça veut dire que CNews a passé 3 ou 4 jours, j'ai l'impression, en direct quasi continu sur l'affaire de Trappes. Mais lui, il a choisi de riposter sur le terrain de ceux qui calomniaient et qui stigmatisaient sa ville. Et franchement, de ce fait, il a aussi réussi, je pense, à faire entendre ses arguments, et y compris, comme tu le dis, et c'est là, je trouve, sa force, il ne nie rien des difficultés auxquelles il peut être concrètement confronté. Il n'y a rien des problèmes, en effet, qui peuvent exister, et en même temps, il refuse la stigmatisation, la généralisation. Donc, moi, je le trouve plutôt doué, ce maire de Trappes. Alors, du coup, maintenant, c'est toi qui vas en remettre une couche, sans doute. Attention, c'est reparti. En tout cas, on crève, je ne sais pas, mais on souffre des fake news. Je suis stupéfait de voir la porte-parole de La République En Marche les reprendre. Elle indique par exemple que c'est un tract politique qui aurait été distribué dans ce lycée. Moi, je l'ai lu. Cette lettre
du maire de Trappes. Elle ne fait pas de politique. Elle rappelle des principes républicains. La nécessité du dialogue, du débat, de la liberté d'expression. Et notamment, monsieur Ali Rabet, dans cette lettre, monsieur Ali Rabet, dans cette lettre, il appelle à ce qu'on entende, y compris ceux avec lesquels il est en désaccord. Et donc, y compris monsieur le maire. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Mais je voudrais répondre à monsieur Kanté qui pose, en effet, je crois, la bonne question. En effet, quand nous sommes confrontés à l'islamisme politique, au djihadisme, il faut agir et de façon lucide et efficace. Que vous ne reniez pas. Il existe en France, mais évidemment qu'il existe. Le peuple français a été la victime directe d'organisations terroristes islamistes qui ont frappé notre sol. Tout le monde le sait. Et là, j'essaie de sortir de la nasse en revenant vers Kanté pour essayer de parler de nos propositions. Et essayer d'éviter de rester dans ce débat là un peu stérile où l'autre elle a menti, hein. Donc c'est le premier mensonge du plateau. Il y en aura beaucoup d'autres. Je vous invite à la lire, la lettre du maire de Trappes. C'est pas un tract et il n'a pas été distribué dans le lycée. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas au courant qu'on allait parler de ce sujet, donc j'ai pas forcément pu le préparer autant que j'aurais souhaité. Ce que je crois avoir compris, c'est qu'il l'a distribué à l'entrée du lycée avec l'accord du proviseur. Mais rien à voir avec ce que la porte-parole d'En Marche raconte. Ouais, avec le proviseur du lycée, ouais. Mais par ailleurs, c'est aussi, moi, plus largement, je vais te dire honnêtement, ça me choque pas que des gens distribuent un tract à la sortie d'un lycée non plus. Dans le lycée non plus, ça me choquerait pas démesurément, dans le sens où il y a une volonté de plus en plus, et c'est pareil dans l'université, il y a une volonté de plus en plus d'aller vers une dépolitisation générale de la population, et en particulier des jeunes. Mais ils savent très bien pourquoi les libéraux, ils sont pas d'accord, parce que c'est que les jeunes, généralement, quand ils se politisent beaucoup plus à gauche que ce que veulent des gens comme Macron. Là, j'élargis, hein, je parle pas spécialement de la lettre du maire de Trappes qui est pas un tract, etc. Mais dans l'université, il est de plus en plus difficile de tracter. Mais désormais, c'est vraiment que à l'extérieur. Hein. Moi, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, c'était plus possible de faire des choses à l'intérieur de l'université. Là, ils ont encore augmenté, je crois, maintenant ils mettent, c'est pour l'occupation. Bref, petit à petit, ils diminuent la capacité de discuter de politique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Quand on donne un tract, on contraint personne, on donne une information. Et c'est pas horrible de donner un tract. On a l'impression que c'est devenu criminel. En fait, tu sais pourquoi ils font ça, à mon avis? C'est parce que, pour le coup, distribuer un tract politique dans un établissement scolaire, ça enfreint, pour le coup, le principe de laïcité. Au sens où l'école doit être, les élèves dans l'école doivent être tenus à l'écart de toute forme de prosélytisme religieux, mais aussi politique. Et pour le coup, ça, c'est une règle de fonctionnement des établissements scolaires et dans l'éducation nationale. Et donc, ils parlent d'un tract, ils disent distribuer à l'intérieur, alors que c'est une lettre, franchement, qui n'a pas un contenu politique au sens partisan ou politicien, et elle a été distribuée dans les conditions que je rappelais. Mais ils décrivent un truc pour faire croire que ce maire, qu'ils accusent de complaisance avec l'islamisme, vient là d'enfreindre une règle de la laïcité. En fait, c'est ça leur démonstration. Je comprends, hein, la règle qui veut que on protège de la politique, etc., etc. Je reste pas tout à fait d'accord avec ça. Dans l'enceinte, à la limite, je peux le comprendre. Tu fais pas de politique à l'intérieur du lycée, mais c'est même pas vrai. Tu vois, les jeunes, quand c'est l'élection présidentielle, peut-être quasi exclusivement quand c'est l'élection présidentielle et peut-être pas forcément en dehors, mais moi je m'en souviens quand il y avait l'élection présidentielle, j'étais au lycée, on parlait politique sans arrêt parce que c'était le sujet c'était l'élection présidentielle et t'allais pouvoir décider de ta vie dans les prochaines années. Vu que moi je suis favorable et toi aussi à mettre le droit de vote à 16 ans, ça me semble normal que le lycée comme l'université soient des lieux de débat politique. Je dis pas dans une seule direction, dans un seul sens, mais tu vois, le fait que tu puisses débattre, et y compris, moi je suis assez pour que tu puisses y compris militer, distribuer des tracts, échanger des, tu vois, ça reste des papiers, c'est pas puis pour le coup c'est pas des trucs religieux, c'est genre comment tu règles concrètement les problèmes. Là c'est même pas le cas, là on est sur une lettre d'un maire qui réagit à une polémique qui concerne sa ville. C'est quand même ça semble quand même je sais pas, dans le cadre des choses qui se font, il me semble, oui. Ouais. Il me semble. Il protège ses habitants et la lettre elle est un peu touchante parce qu'en gros il dit aux élèves je sais que ce que vous vivez là c'est très lourd, très dur à vivre, et en même temps je compte sur vous, j'ai bon espoir en vous, continuez à travailler, vous allez réussir, voilà. Donc c'est plutôt moi je trouve il fait son travail de maire qui protège ses habitants qui sont là l'objet, encore une fois, d'une cabale médiatique qui dirige un doigt accusateur vers eux, quoi. Regardez, la carte d'un barbier dans la ville de Trappes, mais par des moyens de police, par des moyens de renseignement, vous savez qu'une carte d'un barbier peut être aussi révélateur de ce qui passe sur le terrain, monsieur Vanier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les moyens pour nos forces de l'ordre, quels sont les moyens pour nos services de renseignement. Il faut développer notamment le renseignement humain. Quelle est notre diplomatie? Et quand notre diplomatie, je voudrais juste terminer là-dessus, elle est dans une forme plus que
que d'ambiguïté, de connivence avec des régimes, ceux d'Arabie Saoudite, ceux des Émirats Arabes Unis, qui financent des organisations terroristes, qui frappent sur notre sol. Il y a là à agir de façon concrète et efficace, en effet, parce qu'il faut avoir l'efficacité. Pointe les choses sur le bon angle, et j'ai remarqué, mais ça c'est toujours le truc, dès qu'on dit il faut des moyens de police, il faut des moyens de renseignement, la responsable de La République En Marche, elle a essayé de caser un oui mais la police vous voulez supprimer tout et vous aimez pas la police. Alors, ça s'est vu qu'elle voulait dire ça. Puis par ailleurs, c'est aussi ce que disait Jean-Luc quand il y a eu quand il y a eu des attentats terroristes, pour le coup où les mecs se revendiquent de l'islam politique, le premier but des terroristes, c'est toujours de faire en sorte, c'est justement de faire en sorte qu'on arrive dans le genre de situation dans laquelle on est maintenant. C'est qu'on mette tous les musulmans dans le même sac potentiellement c'est des terroristes en puissance. Et la meilleure réponse qu'on peut faire au terrorisme, c'est précisément de dire l'inverse. C'est de dire non, justement, il y a des fous, des mecs qui ont vrillé et qui sont des militants politiques d'une cause bien précise. Par ailleurs, il y a aussi des gens qui sont juste des fous et qui sont pas les militants d'une cause politique mais qui mettent une petite étiquette dessus pour donner un quelconque sens à leur acte, si on peut estimer que ça en a, moi, ce qui n'est pas mon cas. Mais la volonté systématique des terroristes, c'est celle-ci, c'est de créer une division dans la population entre musulmans d'un côté et tous les autres de l'autre. Et jusqu'à présent, jusqu'à il y a finalement assez peu de temps, la réponse collective qu'on faisait était précisément de refuser de faire l'amalgame qu'ils nous invitent à faire eux. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on a malheureusement franchi des seuils dont il semble difficile de revenir, tant le discours dominant devient celui-ci, quoi. Ça donne du courage. D'une porosité entre musulmans et islamistes, quoi. Ouais, en tout cas, c'est clair que sur un plateau comme celui-là, la différence, sans même parler de la nuance, c'est quasiment impossible à introduire. Ils sont dans une description tellement générale et tellement outrancière que préciser, distinguer, c'est très compliqué. Alors là, la France insoumise n'est pas aveugle ni sourde. La France insoumise, c'est exactement ce qui se passe. Il faut arrêter de penser que Jean-Luc Mélenchon est trop bête pour comprendre qu'il y a du communautarisme en France. Mais pour qui le prenez-vous? Ce que n'a pas nié Paul Vannier sur ce plateau. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit il faut que la France insoumise ouvre les yeux, mais ils ont les yeux grands ouverts. Ils manipulent ce communautarisme. Très clairement. Et je vais vous prendre 3 articles du projet de loi. Je vais aller vite, je sais qu'il faut aller vite. Mais d'accord, mais sinon je ne peux pas... Alors allez-y. Projet de loi que je trouve insuffisant mais que je soutiens par ailleurs. T'as vu un peu le gars comment il m'embarque dans son truc. Mensonge permanent de M. Mélenchon. Sur la polygamie, il me dit « Mais madame, la polygamie est déjà interdite, certes, mais avant on donnait des certificats de séjour à des gens qui étaient en situation de polygamie. Et c'est ça qui va changer. » Mais il fait comme s'il n'avait pas compris. Sur les mariages forcés... Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas ça qu'il a dit, Jean-Luc, chez Hanouna. Il a expliqué que c'est qu'il y avait des accords qui étaient passés avec certains pays pour, en gros, des traités qui toléraient. Mais par ailleurs, il n'a pas dit qu'il était favorable à ce genre de traité. Hein. C'était même plutôt l'inverse qu'il disait. C'est quand même un procédé spécial, hein, parce que CNews, c'est le même groupe que C8. Et il y a un débat la veille, Jean-Luc peut répondre, il n'est plus là. Le lendemain, la même chroniqueuse continue à l'accabler et à faire comme s'il ne lui avait pas répondu. C'est spécial comme procédé. Et sur les certificats de virginité, il me dit « Mais madame, vous savez que... » Non, il dit que ça existe, mais que c'est déjà interdit par le Conseil de l'Ordre. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a des certificats de virginité aujourd'hui et que maintenant la loi va permettre de dénoncer les médecins qui le font. Donc en fait, votre façon de traiter les sujets... Bon, madame, j'ai fait des propositions concrètes et vous n'en faites toujours pas. Puisque vous avez demandé à madame Réjean de ne pas vous couper. Donc sur ces sujets-là, monsieur Mélenchon voit bien... Il n'y a pas d'aveuglement. C'est une manipulation parce qu'il vise un électorat communautariste qui est une base communautariste et anti-flic par ailleurs. Donc voilà ces 2 piliers, ces 2 objectifs électoraux. Et arrêtez de penser qu'il ne voit rien, il voit, mais il instrumentalise ces graves sujets. Et c'est là qu'il n'est plus républicain. Pour l'instant, j'ai noté, on est des complices de l'islamisme, des communautaristes et puis des anti-flics. Ah. Ouais. On est refait, on est bien la France insoumise. Et donc la question maintenant, parce qu'on n'est pas d'accord sur le constat, il y a des choses que vous êtes incapable de dire et que nous, on arrive à dire. Vous ne savez pas dire aujourd'hui qu'il y a une urgence qui est de combattre l'islamisme radical dans les quartiers.
Nous, on fait un projet de loi qui s'appelle le projet de loi... Qui ne répond en rien au problème du terrorisme islamiste. Bah si, on va en parler sans souci. On en parlera. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on dénonce, on soutient la communauté éducative et on combat l'islamisme, le terreau de l'islamisme à la racine et sur le terrain. Faites des propositions et c'est ce que fait Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Lesquelles? Vous aujourd'hui, dans le projet de loi séparatiste, il n'y a rien qui nous permette d'agir contre des réseaux terroristes en France. Il faut le dire, il faut être extrêmement clair. C'est pas un projet de loi contre le terrorisme, c'est un projet de loi contre contre le terrorisme. Madame vient de dire. Incroyable! Elles ont dit la même chose en même temps, exactement. Ah, c'est pas un projet de loi contre le séparatisme, c'est pas un projet de loi contre le terrorisme, c'est un projet de loi contre le séparatisme. Donc les mecs, ils sont en train de faire une loi où elle vient de dire au début, on va lutter contre le terreau du terrorisme, et à la fin, elle dit, c'est pas un projet de loi contre le terrorisme, c'est un projet de loi contre le séparatisme. Banco, t'as gagné, tu leur as fait dire... Alors là, bravo. Puis les deux en même temps. Et là, tu les as coincés parce que, de fait, lutter contre le terrorisme, ça demande des moyens bien spécifiques. Et ça se voit que tu essayes de venir sur OK, faisons des propositions, nous on en a, et que c'est le et sujet. Je vais pas y arriver. Hein. Ouais. C'est pas possible, tu y arrives pas. Non, elles vont refuser ça systématiquement. Et en plus, en se contredisant là, parce qu'elles viennent de le faire. Dire qu'elle a apporté des solutions contre le terrorisme en parlant de son projet de loi. Il n'y a rien de qui nous permet. Vous avez les tac au tac, je vais vous en faire un sur le tract. Allez-y, madame. Je suis d'accord avec vous que normalement aucun tract politique ne doit rentrer à l'école. Je ne connais pas celui de Mme Pécresse, je ne vais pas le commenter. Mais là, ça va bien au-delà, monsieur. Un professeur est mort il n'y a pas longtemps. Je sais. Là, on parle d'un professeur qui est menacé. D'accord? Il y a un vrai danger, il est protégé. Et là, c'est un tract diffusé dans l'école sur ce sujet-là qui, vous le savez, va attiser la haine. Donc c'est là où c'est très grave et vous devriez vous-même le dénoncer Madame, ça y est. en tant que Madame républicain Madame que vous dites être. Madame Sayed, ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est que ce professeur devait être protégé. Je l'ai dit au départ. Mais je vous invite vraiment. Non, madame, arrêtez, s'il vous plaît. Moi, je ne vous accuse pas d'accuser la haine, et pourtant, je pourrais le penser. Mais je voudrais juste vous dire une chose. Est-ce que vous avez lu cette lettre? Est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce qui dans cette lettre, Madame, alors dites-moi, qu'est-ce qui dans cette lettre attise la haine ou participe de dégrader le climat déjà très tendu dans cette commune? Vous savez bien comment ça s'est passé pour Monsieur Paty, c'est-à-dire que la pression monte, les parents d'élèves se montent entre la pression et les élèves au sein de l'école. On a un professeur en danger et le maire se permet d'aller appuyer subtilement, je vous l'accorde, sur les choses pour faire monter la pression. Vous savez, attendez, il y a quelque chose de très, on doit rester quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Le professeur n'a jamais été menacé de mort. Par contre, le maire de Trappes a été menacé par l'extrême droite, non? De mort. Il n'a pas fait un signalement pharo. Ouais, exactement, et il est maintenant sous protection policière. Parce qu'en effet, la police a considéré qu'il était en danger, ouais. Après, je me demande s'ils n'ont pas mis le professeur aussi sous protection policière par sécurité. Ce que j'ai compris, c'est que c'est le maire de Trappes, Ali Rabet, qui a demandé à ce que ce professeur soit, en cas, qui a attiré l'attention de la police sur son cas, parce qu'il voyait bien la polémique commencer à monter. Et ce qui avait entraîné la mise en place de ce qu'ils appellent une surveillance aléatoire. C'est-à-dire que la police faisait des patrouilles près de son domicile, près du lycée, de temps en temps. Mais il n'avait pas une protection rapprochée au sens où permanente, comme je crois on a une maintenant à Ali Rabet, le maire de Trappes. Tu dis, qu'est-ce qui dans cette lettre vous donne l'impression que ça fait, je sais pas quoi, le jeu du communautarisme ou qu'est-ce que vous critiquez en gros dans cette lettre? Elle ne répond jamais à ta question. Elle ne répond jamais à ta question. En fait, elle y répond contre son gré en disant il fait un truc subtil, il fait ça de manière subtile, je vous l'accorde. Elle dit un truc comme ça à un moment donné. Ce qui, un subtil, je vous l'accorde, ça veut dire que c'est pas aussi brutal que ce qu'ils sont en train de dire en parlant de tract, en parlant de jeu du communautarisme, etc., etc., etc. La faille dramatique dans l'affaire de monsieur Paty, c'est la faille des services de renseignement. Parce que, en effet, là, il y avait des militants islamistes organisés qui sont venus dans son collège, qui ont fait pression, qui ont été reçus par la principale de ce collège. Les services de renseignement auraient dû alerter l'éducation nationale. Des mesures auraient dû être prises. Donc la plateforme Pharos, la plateforme Pharos, 20 policiers pour traiter 200 000 signalements. Il faut la renforcer. Non, moi, je tire toutes les conclusions de monsieur Paty. Il faut renforcer nos services de renseignement. Renforcer nos moyens de protection. Et de ce point de vue-là, vous serez d'accord avec moi pour dire que nous ne sommes pas exactement dans la même circonstance. Paul Vallier a parlé, Abdoulaye Kanté, allez-y. Je sais pas. Il file dans la police. Ah, il retweet Linda Kebab. Ouais. Bon, après, c'est Linda Kebab qui dit que comment dire, l'hôtel de police de Bobigny
en train de partir en lambeaux. Il y a des fuites énormes et tout. Mais ça, c'est vrai, c'est aussi un problème. Mais par ailleurs, c'est aussi un problème qu'on pointe, tu vois, l'état des commissariats. Mais comment tu veux, quand t'as des gens qui te disent vous détestez la police, vous êtes anti-flic, amener comme argument, bah ouais les gars, sauf que nous, on veut recruter des policiers. On est les seuls à avoir proposé une commission d'enquête sur le suicide des policiers, et c'est Alexis Corbière qui l'a fait. On veut mettre des moyens dans les commissariats, et d'ailleurs, on aime tellement les commissariats qu'on voudrait faire des commissariats de proximité, tu vois. Genre, comment tu dis ça à des gens qui disent de toute façon vous êtes anti-flic et t'as plus rien à dire, de toute façon t'es un collabo des islamistes et compagnie, bref. C'est dans l'AEC, tu vois, il y a Mecto2 qui dit ça, c'est dans l'AEC effectivement écrit noir sur blanc sur les commissariats vétustes. C'est vrai, hein? Ouais, ouais, bien sûr. Allez, c'est reparti. Il nous reste 25 minutes de vidéo. Donc nous on veut plus de Samuel Paty. Et justement, des solutions qui sont mises en avant. C'est-à-dire, le projet de loi, c'est pour éviter cela. Si de l'autre côté, on va laisser dérouler, tu pas, ça c'est votre droit, mais trouvez des solutions concrètes pour qu'on ne n'arrive plus à ce genre de choses. Quelles mesures, monsieur, dans ce projet de loi, nous permettent de répondre aux problèmes que vous posez? Laquelle? Par rapport à cette mesure, c'est qu'il faut justement éviter que quand il y a le séparatisme, la haine en ligne, et je vais vous dire, la haine en ligne, je la connais très bien. Je la subis tous les jours. Je suis menacé tous les jours. Oui, et on apporte notre soutien ce matin, encore une fois. Et c'est même pas moi le problème, c'est que justement, c'est une collectivité. Mais à un moment donné, c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette haine en ligne parce que... Juste, vous avez annoncé hier votre venue sur ce plateau. Les commentaires. non mais je peux vous le dire. J'ai lu ça hier. Le noir va aller jouer le policier à la télévision. Et encore, c'est le plus gentil que je dis ce matin. C'est inadmissible. Et vous avez encore notre soutien, encore une fois, ce matin. Non négociable et bien sûr inconditionnel. Merci beaucoup. Tous les jours, monsieur est victime de racisme de la part de membres de la France Insoumise. Arrêtez, monsieur, madame Saïd. Quoi? Franchement, Quoi? Mais quoi? Parce que votre haine anti-flic de vos militants, la haine anti-flic de vos militants amène à dire que monsieur est un collabo. Moi, je n'ai pas dit ça, et monsieur, je vous respecte, monsieur, et vous avez toute votre place sur ce plateau. Regardez ce que vos militants disent sur les réseaux sociaux de monsieur qui est policier, parce que justement, il défend la police. On le traite de collabo. Mais je ne suis en rien comptable de ces déclarations que je condamne, madame. Voilà, et je ne suis en rien comptable. C'est vous qui faites encore une fois une nouvelle démonstration d'amalgame. C'est consternant. Arrêtez avec ce mot amalgame. Malheureusement, vous y êtes familier. Si, moi, je pense que la France Insoumise a un rapport extrêmement biaisé. Là, ça se voit que tu commences vraiment à en avoir ras-le-bol. En fait, ouais, mais est-ce que tu vois, là, ce que je comprends pour la première fois, je pense, dans l'émission, c'est que là, on va être au-delà du truc contre nos arguments, contre moi, machin, mais on va être sur un truc, la France Insoumise, vous êtes des ordures qui menaçaient les gens, des anti-flics, enfin, tu vois, des racistes, en fait, c'est ce qu'elle dit aussi. Ouais, elle dit qu'on est des racistes. Là, je me dis, ça y est, je vais devenir la cible d'un discours qui va viser à me mettre au banc finalement de ceux dont la parole est entendable. C'est une volonté de discréditer totalement, de disqualifier totalement ce que je vais pouvoir dire par la suite. Bref, je relance. Et malsain avec nos forces de l'ordre. Vous n'êtes pas dans la défense des forces de l'ordre. Au contraire, vous êtes dans la suspicion. On en reparlera dans quelques instants. Vous êtes dans la suspicion permanente que les forces de l'ordre ont besoin de davantage de moyens. Elles ont besoin d'être davantage formées. Elles ont besoin de plus de moyens pour intervenir. Quand Jean-Luc Mélenchon propose quoi? De les désarmer en manifestation? On y revient. C'est comme ça que vous les considérez? On y revient dans quelques instants. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Maud Bréjon, mais d'abord... Vous ne pouvez pas dire que vous les soutenez et en même temps vouloir les... D'accord, donc la question des moyens, c'est vous qui répondez pas. On va y revenir dans quelques instants très largement. D'abord dans quelques... Exceptionnel. Là, c'était bien, là. Là, ça se voyait que t'attendais, tu rangeais ton frein et après, paf! Mais au fait, c'est pas vous qui êtes au gouvernement. Mais j'avoue que c'est dingue. En plus, le truc... les mesures qu'elle dit sur la formation, sur les moyens, c'est des choses que on n'arrête pas de répéter, quoi. Et des trucs que j'ai dit avant. La formation que tu as dit avant. Sur les moyens pour la police, je l'ai dit au début. Je crois que je l'ai déjà dit 2 fois à ce moment-là de l'émission. Et là, on est le lendemain en plus de l'émission où il y avait, tu vois, Laurence Saillet, mettons, si elle était vraiment une chroniqueuse
comment dire, qui soit pas un adversaire politique en train d'essayer de te défoncer juste comme ça par pur plaisir d'appuyer, tu vois, comme ça. Elle aurait pu dire que la veille, dans l'émission où elle était, Jean-Luc Mélenchon a détaillé ses mesures pour la police, dont faire une vraie formation pour les policiers parce qu'ils en ont besoin et remettre en formation ceux qui n'en ont pas eu assez, parce que c'est les autres, hein, c'est pas nous, mais qui ont baissé le temps de formation des policiers. Il a été attaqué, critiqué. Si Didier Lemaire admet des erreurs sur la forme, sur le fond, le professeur de philosophie assume totalement les propos tenus en début de semaine. J'ai dit qu'il n'y a plus de coiffeur mixte à Trappes. Je me suis trompé, c'est inexact. Mais le sens de cette affirmation, en revanche, coïncide avec la réalité. Les coiffeurs mixtes et de façon générale, la mixité dans l'espace disparaissent de la ville. Pour ce qui est de l'islamisme, nous vivons dans le déni depuis des années. Des propos qui avaient alors provoqué la colère du maire de Trappes, Ali Rabet. Jeudi matin, il s'était rendu au lycée où travaille Didier Lemaire pour distribuer des tracts aux élèves et condamner les propos du professeur. Le soir même, dans un communiqué, les enseignants lui apportaient en revanche leur soutien. Les jours passant, j'ai senti un soutien de plus en plus fort. J'ai découvert leur message collectif. Je suis heureux que nous portions ce combat tous ensemble. Le professeur dit agir uniquement dans l'intérêt des élèves. Je me bats parce que je voudrais justement que les élèves de Trappes puissent devenir des élèves comme les autres, membres de la seule communauté que nous reconnaissons, la communauté nationale. Sous protection policière, Didier Lemaire explique que son retour en classe est impossible dans ces circonstances. Il annonce son départ du lycée, mais dit vouloir poursuivre son combat pour la défense des principes républicains. Paul Vannier, libérer mes élèves de l'emprise, c'est ce que dit le maire dans cette nouvelle interview du Point. Est-ce que vous le rejoignez sur ça? Je suis enseignant, c'est mon métier. C'est le travail des enseignants, en effet, d'émanciper les élèves. Et pour cela, de leur apporter les éléments qui vont leur permettre par eux-mêmes, par l'exercice de la raison, par la confrontation des arguments, de se faire leur propre opinion. C'est très important, leur propre opinion. Il parle d'emprise. Laquelle je ne sais pas. Monsieur le maire est peut-être un très bon professeur, je ne conteste pas ça. C'est fort dommage d'ailleurs si il envisage de cesser son métier, c'est regrettable. On a besoin de professeurs et de professeurs de philosophie. Mais monsieur le maire, c'est aussi un militant politique. Il faut le regarder comme cela. Il est membre d'un parti politique, il est chroniqueur aussi dans des journaux dont la ligne éditoriale est tout à fait particulière. Et c'est son droit, mais ne le présentons pas comme uniquement un simple professeur. Il a ses idées, encore une fois, il le peut, mais j'espère aussi qu'il place ses élèves à l'écart. Bien sûr, mais Paul Vannier, de ses propres démonstrations. Admettez aussi que tout citoyen et tout professeur, sans être encarté dans un parti, ont des idées politiques. Mais évidemment, moi-même je vous le dis, je suis enseignant et vous savez. Exactement. Donc vous êtes la parfaite démonstration. Mais ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Mais si, il y a une différence fondamentale, c'est que moi je ne peut pas lui reprocher de croire ou d'adhérer à un parti politique. Non, ça n'est pas ce que je fais. Mais moi je ne parle pas de mes élèves. Moi je n'utilise pas mes élèves pour faire une démonstration politique. C'est ça la différence fondamentale. Je ne me sers pas de mes élèves, je ne me sers pas d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas s'exprimer eux pour leur faire dire quelque chose qui sert ma démonstration politique. Ça je ne le fais pas. Et c'est là où je pense qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous pensez je pense qu'il y a une limite dans la démonstration. Que c'est une démonstration politique. Je pense, en tout cas, monsieur le maire est membre d'un parti politique. Il en est d'ailleurs un des responsables. Il a des opinions. Encore une fois, c'est tout à fait son droit. Et ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est la façon dont il utilise son métier, ses élèves, pour dire quelque chose qui sert une démonstration politique. C'est là où je crois qu'il y a un problème. Et c'est là où moi j'ai pas le désaccord. Il dénonce en tant qu'enseignant avec cette façon de procéder. On vous a entendu, mais ce professeur dénonce la réalité de terrain de ce qu'il vit au quotidien. Vous voulez qu'il le fasse? La réalité, il l'a déformée, il le reconnaît lui-même. Il est depuis 20 ans dans ce lycée de Trappes. Et il décrit une commune en sous-entendant qu'il la connaît parfaitement, dans laquelle il n'y aurait pas de coiffeur mixte. Quelques jours plus tard, il dit « c'est inexact, je me suis trompé ». Donc je pense qu'à minima, nous pourrions considérer que les propos de monsieur le maire méritent à minima d'être interrogés. D'accord. Donc vous remettez en doute ces propos sur le fait qu'il soit menacé et que... Alors ça n'est pas à moi de le dire, c'est au service de police. Si monsieur le maire est menacé, je le redis, il doit... Et je rejoins monsieur Kanté, c'est triste d'en arriver là, mais il doit évidemment... T'as vu le mec, il me dit, donc je dis, il faut juste prendre ça avec précaution, et il me dit, vous remettez en doute le fait qu'il soit menacé. Il a le droit de dire ce qu'il a à dire, c'est évident. Mais moi, j'interroge
le fond de son propos et j'interroge sa façon de faire. Je suis très mal à l'aise avec cette façon d'instrumentaliser des élèves qui, encore une fois, eux n'ont pas la parole pour porter un message politique. Là, je le dis comme enseignant aussi, je crois qu'ils ne respectent pas finalement ce qui est une forme de déontologie. Laurent Salier, c'est très important ce que dit ce matin. Et elle est en train de il ronger dit son clairement frein. que ce professeur fait de la politique et qu'il se sert de ses pensées politiques pour faire passer un message politique avant tout. Est-ce que c'est aussi votre ressenti et est-ce que Chacun vous pensez ce a le droit, matin chacun Bien sûr, a- c'est pour ça que le débat doit être constructif. On n'est pas dans le jugement, on essaie de comprendre et de faire évoluer un débat. Chacun a le droit d'avoir des opinions Je l'aime politiques, bien. d'écrire des tribunes et d'être professeur en même temps. Ce On essaye de professeur n'a pas comprendre. été dans sa classe pour faire un meeting politique ou n'a pas distribué des documents politiques à ses élèves. Ce professeur, courageusement, a décrit une situation parce qu'il pense que ses élèves sont en danger. Je ne doute pas que monsieur, si vos élèves étaient soumis à une pression politique ou religieuse, vous-même en feriez état pour le dénoncer et protéger vos élèves. Imaginons, prenons le cas contraire, que soit infiltré de l'extrême droite dans vos cours et qu'il y ait une propagande d'extrême droite au sein de votre classe et que vous pensiez que cette propagande soit dangereuse pour les élèves. Est-ce qu'il faut le dénoncer? Moi, je pense que oui. Donc, quand on dit ça, c'est plus que le pas de vague, parce que le pas de vague, à la rigueur, on peut le comprendre parfois, parce que les professeurs ont peur. Donc un professeur ne dise rien, je le comprends tout à fait. Parce que vous avez toute une classe en face de vous et vous êtes immédiatement menacé et c'est très grave. Mais là, ça va plus loin. C'est-à-dire que vous En fait, là, elle reprenez fait l'exemple du une coiffeur énorme comme erreur, s'il n'avait dit que ça, le Laurent professeur. Salier. Elle parle du métier. Tu vois, elle parle du métier de prof et elle dit le rôle d'un prof, ce serait, si je l'écoute bien, de dénoncer un élève qui dirait par exemple un truc d'extrême droite. La vérité, c'est que ça arrive régulièrement. Que des élèves disent des trucs d'extrême droite, ou disent des trucs choquants, ou disent des trucs pas acceptables. Et évidemment, si le professeur dénonce au sens où, en fait, il ne répond pas à l'élève, mais simplement il l'entraîne dans une procédure disciplinaire, bah, il y a peu de chances que cet élève soit convaincu que ce qu'il vient de dire peut être remis en question et, en tout cas, est carrément discutable, y compris sur le plan des principes. Et c'est ça qui est terrible, je trouve, dans sa réponse. Et par ailleurs, elle pose la question de l'extrême droite, mais moi, c'est à ça que j'ai été confronté plus qu'à autre chose comme type de prosélytisme dans les lycées où j'ai pu enseigner. C'est à des élèves dont certains étaient des responsables du Front National dans le département en question. Ouais. Ouais, carrément. Parce que c'est ça, en fait. Ouais, dans un lycée, j'ai eu un élève qui était devenu responsable jeune départemental FN, quoi. D'accord. Et c'est plutôt à ça, d'ailleurs, que j'ai été confronté qu'à d'autres formes de prosélytisme politique ou religieux, d'ailleurs. Donc, pour le coup, là, elle pointe un phénomène qui est, mon expérience, moi, m'a montré qu'il est plus important que d'autres. Celui-là, celui de l'extrême droite. Ouais. Par ailleurs, si tu vas par là, je pense que si tu regardes les plateaux télé et les sujets des plateaux télé, clairement, il y a plus un problème d'envahissement de l'extrême droite dans les thèmes, dans les sujets, dans les intervenants, dans tout ce que tu veux, que de l'islam politique, hein, qui lui n'a pas, je trouve que c'est une bonne chose, droit à la parole sur les plateaux télé. Je crois qu'il ne faut pas, y compris dans le débat public, instrumentaliser la parole de jeunes, la parole de lycéens, décrire l'état de lycéens sans qu'eux-mêmes puissent exprimer quoi que ce soit au sujet de qui ils sont, de la vie qu'ils vivent. Je crois que c'est un problème. Et je pense qu'il a franchi là une limite qui pose question. Et moi, ça n'est que ça que je dis, Madame Sayet. Je dis que moi, je considère qu'il va trop loin dans cette façon de faire. Et je considère que Paul Vanier, son sujet, considéré qu'il va trop loin. Plus qu'interrogation, puisque y compris il aurait pu faire quoi, alors des erreurs dans ce qu'il a. Alors, il aurait dû faire quoi pour ne pas dépasser la limite? C'est intéressant. De quel point de vue? Pour parvenir à quel objectif? À dénoncer ce qu'il vit au quotidien. Mais il peut tout à fait le faire, mais sans, encore une fois, évoquer, je crois, la question de ses élèves. Mais les professeurs...
C'est le sujet qu'il veut mettre Il sur peut le tapis. parler de façon générale. Vous savez, moi, je peux m'exprimer sur l'éducation nationale et je peux décrire. Non, mais je voudrais juste répondre parce qu'une question m'a été posée. On peut tout à fait dénoncer si on considère qu'il y a telle ou telle situation. On peut tout à fait le faire, mais il ne faut C'est pas. ce qu'il fait, crois. hein, Mais vous savez, il y a ce qu'on s'appelle les fonctionnaires. Ils ont ce qu'on appelle un droit de réserve, y compris. Ils n'ont pas le droit, en principe, d'évoquer leur strict exercice pour en faire dans le débat public une argumentation. Donc, je crois qu'il aurait pu décrire de façon générale, sans stigmatiser, et sans pointer exactement. Dites-moi, Paul Vanier, les élèves de son lycée. Décrire de façon générale, c'est quoi? Dites-moi. Et je ne sais pas. Par exemple. Mais moi, je pourrais décrire l'état de l'éducation nationale. Je pourrais dire qu'il y a un séparatisme scolaire dans notre pays, qui est lié notamment au fait, c'est le sujet du projet de loi séparatisme qui est en ce moment en débat à l'éducation nationale, qui est lié au fait qu'il y a un enseignement privé dans notre pays, qui accueille les élèves les plus favorisés, qui laisse de côté ceux qui sont issus des milieux les plus défavorisés, qui profite chaque année de 12 milliards d'euros d'argent public, l'argent public qui finance ce séparatisme scolaire. Et en effet, cela produit des phénomènes de communautarisation et de ghettoisation dans certains cas. Donc moi, voilà ce que je pourrais dire de l'éducation nationale, et voilà ce que je propose de changer. Nous disons qu'il faut en finir avec cette subvention publique de ce séparatisme pour aller vers davantage, c'est ce qui était appelé dans votre reportage, de mixité, d'égalité, de fraternité. Et je pense que voilà Abdoulaye très Kanté précisément qui a dit ça. un point que je pourrais décrire. Abdoulaye Kanté. Quelle honte, mais quelle honte. Ah voilà, c'est là où elle me le dit. Mais quelle C'est ouf. honte. Punaise. T'as vu, t'imagines? Ouais. Là, regarde comment elle se tient et tout. Non, mais elle surjoue la meuf indignée. Donc moi, voilà ce que je pourrais dire de l'éducation nationale, et voilà ce que je propose de changer. Nous disons qu'il faut en finir avec cette subvention publique de ce séparatisme pour aller vers davantage, c'est ce qui était appelé dans votre reportage, de mixité, d'égalité, de fraternité. Et je pense que voilà Abdoulaye Kanté. très précisément un point que je pourrais décrire. Il y a un truc, moi, que j'ai quand même un peu sur le cœur. Sur le ventre plutôt, qui est l'assassinat de Samuel Paty. Le principal problème qui est posé par cet assassinat et la manière dont on aurait pu l'éviter, c'est précisément en renforçant les moyens de renseignement, précisément en renforçant Pharos, précisément en faisant en sorte que quand il y a des signalements de ce type-là, ils soient pris en charge. Et je me souviens que quand c'était arrivé, évidemment on s'en est pris plein la gueule. C'était parti, les collabos, l'islamo-gauchisme, etc. On arrivait dans cette séquence-là. Mais Jean-Luc avait fait une intervention sur LCI, je crois, face à Amélie Carrouer, où il avait pointé ça. Il avait dit on répond au terrorisme avec les moyens de la lutte antiterroriste, et notamment il avait égrené un certain nombre de moyens, dont renforcer Pharos, etc., etc. Et au final, il y a un truc que j'ai un peu sur le ventre, qui est que c'est les responsables au pouvoir, finalement, le problème, quand il y a un acte terroriste où tu te dis qu'il pourrait y avoir des moyens supplémentaires, et ils ont fait ça, c'est-à-dire ils ont fait une diversion politique sur la base de quelque chose sur lequel on devrait tous réfléchir, et où il ne devrait pas y avoir spécialement de gauche, de droite, de machin. On veut tous que nos enseignants ils puissent enseigner et pas se faire décapiter quand ils sortent de l'école. Ça semble l'évidence même. Et je trouve qu'on n'a pas assez pu débattre dans la période qui a suivi du fond du problème, à savoir il faut des moyens pour la lutte antiterroriste, il faut des moyens de renseignement, il faut renforcer Pharos, bref, tu as des réponses concrètes à apporter qui exigent des moyens qui n'ont pas été mis au final. Et c'est ce que tu as essayé de dire sans arrêt dans l'émission, c'est vous nous faites une loi qui sert à rien pour lutter contre le terrorisme, et en gros c'est des paroles verbales, quoi. C'est général, on rentre pas dans le fond des problèmes, on fait pas des mesures précises, etc., etc. Pharos par exemple, et tu vois, j'avais regardé un peu avant l'émission parce que je savais qu'on allait parler de police, mais je sais pas si tu as le chiffre toi, mais il me semble qu'ils ont à peine augmenté les moyens de Pharos, qu'il y a eu des annonces de Castex sur le sujet, mais je crois pas qu'il y ait eu une traduction concrète, ou alors d'une dizaine de personnes. Ils sont passés de 20 à 30 pour 200 000 cas par an. Je crois que c'est ça, ouais, c'est un truc comme ça. Et pour le coup, l'affaire Samuel Paty, le drame de Samuel Paty, c'est ça qui est terrible, c'est que tu te dis que il y a eu les failles de Pharos, mais il y a eu aussi le fait qu'un mec qui est un militant islamiste s'est rendu, qui est connu pour avoir fait des actions un peu
des actions où il a fait pression sur plusieurs établissements scolaires en région parisienne, dans les années qui précèdent. Donc, le mec, c'est sûr et certain que les services de renseignement le connaissent, c'est sûr et certain. Il se rend dans ce collège, il est reçu par la principale, et que là, il n'y ait aucune alerte sur le profil de l'homme en question qui soit remonté, là, vraiment, c'est une sacrée défaillance. Et tout ça, là-dessus, sur tout ça, depuis, il n'y a rien eu. On n'a pas annoncé, y compris sur, je sais pas, ça ouvre sans doute beaucoup de questions, mais la façon dont les rectorats, dont les directions d'établissement pourraient être saisis d'une information quand ça pourrait paraître nécessaire, rien n'a été fait de ce point de vue-là. Non, c'est clair. C'est clair. Mais c'est pour ça que moi, je l'ai sur le... Tu vois, c'est un truc qui m'agace parce que à la fin des fins, un truc comme ça pourrait arriver de nouveau. On aura parlé pendant des plombes et des plombes de l'islam, les musulmans, tout ce que tu veux, etc. Et où sont les moyens de la lutte antiterroriste? Comment tu peux envisager que 20 personnes traitent 200 000 signalements par an en le faisant de manière correcte? Enfin, c'est invraisemblable. Il faudrait faire le calcul de combien de temps, s'ils bossent 35 heures, ce dont je doute, il faudrait faire le calcul de combien de temps ils passent sur un signalement, tu vois. T'as remarqué que depuis un certain temps, la porte-parole d'En Marche se tait, là. Que là, toutes les questions de fond et toutes les failles. À un moment donné, elle m'a sorti un truc énorme, là, je l'ai réentendu. Quand je dis les failles des services de renseignement sur Samuel Paty, elle me dit: ah bon, vous accusez les fonctionnaires maintenant? Ah oui. Tu vois, vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que elle est en responsabilité. Enfin, elle n'est pas directement au gouvernement, mais elle appartient à la majorité qui a tous les moyens pour répondre aux problèmes. Ils ne font rien ou quasiment. En tout cas, ils ne font pas suffisamment. Et elle prétend que nous, on rend responsables les fonctionnaires de la situation. Ne pas fermer les yeux. Voilà. Je rappelle que M. Panté n'est pas politique. Maud Bréjean. Vous dites qu'on a un enseignant qui a des propos politiques et quelque part vous êtes en train de le dénoncer. Au début, non, laisse-moi, je termine. Vous dites que l'enseignant utilise ses élèves pour faire une démonstration politique. Tout à l'heure, je disais que vos propos étaient scandaleux. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Vos propos sont dangereux. Il y a un enseignant qui est mort il y a quelques mois, il s'appelle Samuel Paty. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous en avez entendu parler, peut-être. Vous vous rendez compte de Et vous me dégoûtez. Et je vais vous dire une chose, parce que vous n'ayez aucune pitié pour tous ces professeurs qui... Vous n'êtes sûrement pas, ou alors vous le cautionnez, mais arrêtez de toujours reprendre mes phrases. Tu vois, voilà, c'est là où je voulais qu'on arrive. Que j'ai le décalage. Écoutez. Je t'ai entendu le dire avant, mais ouais, là, t'as vu, elle dit que je la dégoûte. Sur le ressenti de M. Mélenchon et ce qu'il pense de la police. Il était l'invité jeudi soir de l'émission Balance ton poste sur C8 en direct, très suivi, aux alentours de 700 000 téléspectateurs, et il disait ceci concernant la police. On écoute Jean-Luc Mélenchon et on va en débattre bien sûr sur ce plateau. Je suis pour une police républicaine, je suis pour qu'on rétablisse le code de déontologie de 1986 qui a été abrogé par M. Valls. Je suis pour que les policiers fautifs soient punis, pour que les autres ne soient pas salis par ces pratiques professionnelles. Je suis pour que l'inspection générale de la police nationale ne soit pas faite que par des policiers, mais par des gens qui sont aussi des sociologues, des gens qui connaissent la vie, voilà. Et ensuite, je suis pour qu'on désarme les policiers dans les manifs. Ils n'ont pas besoin de cet armement lourd qui est dangereux. Paul Vannier, désarmer la police dans les manifestations. Est-ce que vous reprenez les mots de Jean-Luc Mélenchon? Oui, il faut en finir avec le LBD dans les manifestations. Des commissions internationales, je pense à l'ONU par exemple, ont dénoncé son usage et elle a fait des blessés extrêmement graves, plus d'une trentaine de mutilés dans notre pays liés à l'usage de Paul Vannier. Oui, il faut en effet en finir avec ces armes-là. Entre vouloir interdire la LBD et dire désarmer la police dans les manifestations, vous conviendrez bien de dire ce matin qu'il y a quand même... une marche, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous qui avez désarmé. Vous avez peut-être voulu caricaturer les propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais Paul Vannier, en effet, il faut en finir. T'as vu le mytho? T'es trop fort. T'es trop fort. C'est peut-être aussi vous qui racontez n'importe quoi, les mecs. Je suis désolé, mais... Oh là là. Non, oui, c'est ça, non? En fait, il n'y a pas de différence, non? C'est ouf, tu dis... Non, les mecs, attends, ils ont passé un extrait dans lequel Jean-Luc dit... Je l'ai noté parce que je l'avais même pas entendu sur le plateau. Jean-Luc, il dit les policiers n'ont pas besoin de cet armement lourd en manifestation. Tu vois, il parle de l'armement lourd, c'est extrêmement clair. Ouais.
Et le mec, il repart sur le plateau en mode non, mais Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait retirer toutes les armes aux policiers. Sous-entendant, des mecs, ils n'ont pas de pied, pas de casque, rien du tout, ils sont à main nue dans la rue. Et il le maintient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce petit résumé vous a plu. J'espère que le format de la média-analyse vous plaît. Si vous avez envie d'en voir d'autres, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Twitch pour être informé dès lors qu'on lancera des émissions de ce type. Et puis si ça vous a plu ici, j'essaierai de mettre régulièrement des petits résumés de ces émissions sur cette chaîne YouTube. Donc je vous invite aussi à vous abonner ici en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!